Thanks, Lord. OK, OK. Donc, là, s'il vous plaît, dans ce troisième enregistrement, je suis en train de reprendre la question de l'homo economicus que beaucoup de vos camarades n'ont pas bien compris parce que certainement que je ne l'ai pas expliqué assez en cours, ça c'est sûr, mais c'est une question qui n'est pas facile. Donc, vous devez, si vous comprenez déjà un petit peu hier, aujourd'hui, voilà, ça ne suffit pas. Il faut toujours développer cette idée. C'est un idéal type. J'ai essayé d'expliquer ce que c'est l'idéal type en sociologie. C'est, on dit aussi un homo sociologicus en sociologie, un homo sociologicus. C'est pour expliquer quel est l'être ou ce personnage qu'on étudie en sociologie. C'est un être social, ce n'est pas un être économique. D'accord? On étudie en économie un être économique que les économistes néoclassiques ont fabriqué, qui est toujours un idéal type, c'est-à-dire un type d'individu qui répond aux hypothèses des néoclassiques de comment on s'attend à ce que se comporte un individu en économie, dans ses échanges sur les marchés, dans sa façon de produire, de vendre, d'acheter, n'est-ce pas? Et vous avez vu dans le cours quelles sont les caractéristiques de ce monsieur, de cet agent, de ce personnage. C'est un type individualiste, rationnel, très bien, Dan. Si les consommateurs, c'est son utilité, si c'est une entreprise, maximise son profit. On a, bien sûr, vous pouvez trouver dans une entreprise, comme on appelle, un patron paternaliste, qui pense aussi à l'avenir des enfants de ses ouvriers. Ça existe, ça. Mais ce n'est pas ça qu'on étudie en économie. On étudie un patron idéal type qui ne cherche que son profit. Et c'est au salarié de chercher sa propre utilité. C'est comme ça qu'on peut travailler en économie. On ne peut pas travailler sur un agent qui pense aux autres. Donc, on a construit un idéal. L'idéal, ce n'est pas au sens le meilleur, non, mais un type idéalisé, fictif. D'accord? C'est celui-là qu'on étudie. On a vu ses caractéristiques dans le paragraphe sur l'individualisme méthodologique. Maintenant, nous tous, on est comme ça, ou on est proche ou loin de ce personnage fictif, l'homo economicus, c'est une autre question. Mais pour travailler, pour réfléchir, pour faire de l'économie, les économistes étudient ce personnage-là et pas un autre. Ils ne peuvent pas étudier le comportement économique de l'abbé Pierre ou de Mère Teresa. N'est-ce pas? Bien qu'entre nous soit dit, ça a été étudié par les économistes. Ça, c'est une autre question que j'ai soulevée au niveau de l'impérialisme de la pensée économique. Il se mêle de tout. Même l'amour est expliqué par l'économie d'après ces courants-là. Les courants dont j'ai parlé hier quand j'ai soulevé le livre d'Antonin, Free Economics. Vous vous rappelez? Les 3 livres que j'ai cités dans Free Economics, celui qui a lancé cette mode. Mais bon, restons au niveau des des libéraux classiques, c'est-à-dire les premiers libéraux, les Smith, Ricardo, l'école classique. Eh bien, pour raisonner économiquement, comment vendre, comment acheter, comment produire, comment travailler, comment consommer, comment épargner, comment investir, ils partent du comportement de cet agent qui s'appelle l'homo economicus.
Bon, on peut leur donner raison du fait qu'on ne peut pas comprendre le comportement d'un homme producteur ou consommateur qui est philanthrope. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'un jour il se réveille et dit « Merde, j'ai trop gagné d'argent, il faut que j'en donne aux pauvres. » Il ne faut pas l'étudier en économie, ça. Donc, ils ont besoin d'avoir cet homme parfait de l'économie. Tu as compris? Voilà. Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez que ce que je compte faire la semaine prochaine, je compte faire de l'histoire de la pensée économique, un cours de HPE. Vous vous rappelez qu'on a fait l'histoire des faits macroéconomiques en France et ensuite dans le monde, ou plutôt dans le monde et ensuite en France. Ça, c'est les 2 premiers TD. Et ensuite, la méthodologie. Normalement, elle demande beaucoup de temps, mais je voulais la bâcler en une séance. Mais essayez de glaner ce que vous pouvez glaner. Mon objectif est très précis. C'est justement pour comprendre comment les économistes travaillent. Ils travaillent à partir de cet homme-là. Très bien. Et on ne peut pas comprendre l'économie si on ne fait pas aussi l'histoire de comment ils pensent les économistes. Comment ils pensent les économistes, c'est un cours très long, classique, qui part des mercantilistes au classique jusqu'à arriver aux néolibéraux d'aujourd'hui. Ça peut prendre, on peut faire un cours de 2 années là-dessus, mais je vais faire ça en 3 heures. Et ces 3 heures, l'objectif, il est très simple. On ne peut pas courir 3 lièvres dans ce cours. Donc, je vais courir un seul lièvre précis, qui est comment on est passé, la transition est passée en passant d'une école à une autre, comment a évolué la pensée sur la valeur des choses. Voilà ce que je compte faire. Comment on est passé de la valeur au prix. J'ai déjà fait des allusions à cette question dans les cours précédents. Pourquoi je veux l'introduire de cette façon, l'histoire de la pensée, c'est parce que c'est dans un but précis. On ne peut pas faire beaucoup de choses dans un cours. Le but, c'est de comprendre ce que je vous ai promis, que je compte faire un cours d'écologie économique vers la fin. Et le cours d'écologie économique, on ne peut pas le comprendre si on reste dans la façon de penser des économistes. Parce que la façon de penser des économistes, c'est cet homme dont tu viens de parler et qui n'a de relation avec les autres que dans, très bien, que dans des relations de marché. Et vous savez très bien que les relations de marché, qu'est-ce qu'ils ont comme avantage? Une qualité très appréciée des marchés, c'est qu'elles donnent des prix aux choses. D'accord? Elles donnent des prix aux choses. Et l'importance des prix en économie, c'est au-delà de votre imagination et à chaque fois, j'essaierai d'éclairer ce point. Le prix, c'est le produit du marché. Il est plein d'informations riches, utiles pour tout le monde et surtout pour la société. Et donc, quand un objet n'a pas de marché, et donc il n'a pas de prix, il peut avoir de très, 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 très grandes valeurs. Mais comme il n'y a pas de marché, il n'y a pas de prix, l'économie ne sait pas le traiter. Elle a du mal parce qu'il n'y a pas de prix. Parce que n'oubliez pas, la démarche du marché, l'économie de marché, c'est bien beau, c'est bien utile. Mais s'il n'y a pas de marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plein de choses qui n'ont pas de marché. L'air n'a pas de marché. Il se trouve qu'il y a des pays où il n'y a pas d'air. Les parents qui travaillent dans cette ville, ils amènent leurs enfants chez leurs parents, leurs grands-parents à la campagne, parce qu'ils ne peuvent plus respirer. Ça existe, ça. Et ça va exister de plus en plus.
les problèmes que pose le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, ça pose de graves problèmes. Comment l'économie va les traiter s'il n'y a pas de prix? Ben, la réponse des économistes, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est simple. Il faut créer un marché du carbone. C'est tout. Donc, si on crée un marché du carbone, le marché, on retrouve les qualités du marché de faire émerger des bonnes allocations des ressources. Émettre plus ou moins que ce qui est socialement souhaitable. C'est le marché qui doit le faire. Sauf que si on doit expliquer ça dans le cours d'écologie politique, d'écologie économique, on a besoin d'abord de comprendre dans la méthodologie, l'histoire de la pensée, comment on a évolué les choses, comment on a évalué les choses. Quelle est cette façon d'évaluer les biens et les services? Et comment, dans l'histoire de la pensée, on a évolué de la valeur au prix. Cette progression, ce glissement, c'est presque la seule chose que je vais essayer d'expliquer ou d'étudier dans ce cours de HPE. Parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses. Et ça a l'avantage de nous préparer pour le cours d'écologie. Tu as levé la main? Il est déjà là, il est déjà là, il marche. Hein? Il marche mal, mais il marche. Il fonctionne. Aujourd'hui, si tu rentres sur Internet, tu vas trouver le prix de la tonne de carbone. C'est connu. Il y a un prix. Parce que le marché, son but, c'est de faire émerger des prix. Oui? Oui, c'est dans tout ça, c'est dans l'écologie politique. Tout ça, c'est dans l'écologie. Vous ne pouvez pas comprendre un cours d'économie, d'écologie économique si on n'a pas les bases que je suis en train de mettre en place actuellement en méthodologie et en histoire de la pensée. Vous allez être parachuté sinon. Donc voilà ce que c'est le mot economicus. Alors, le mot economicus, tu sais très bien qu'il y a plein de... Tu vas écouter ce que j'ai expliqué à votre camarade Warren, il a posé cette question, et je l'ai bien remercié pour cela. Et voilà, et vos camarades dans ce groupe-là, ils étaient assez attentifs. Vous écoutez ce que j'ai expliqué. Passez à une autre question maintenant. Encore une autre de Dem. Très bonne question encore. L'idéal type, il est basé sur des idéaux types. Du coup, il n'y a pas une grande distance avec la réalité. Du coup, je suppose que pour l'optimum de Pareto, par exemple, on ne prend pas en compte le fait que les gens, pour leur plaisir, veulent, par exemple, je sais pas moi, casser une entreprise pour leur plaisir, on ne va pas le prendre en compte, ça. Mais comment ça, casser une entreprise pour leur plaisir? Non, c'est des terroristes, c'est ça? Non, mais... Et précise ta question. Essayez de formuler vos questions de manière un peu claire. Les émotions par exemple, des consommateurs, on ne va pas le prendre en compte pour faire l'optimum de Pareto. Alors, regardez bien. D'abord, je vais te préciser une chose que j'ai dite hier et peut-être que ça t'aide à poser ta question. Peut-être, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris où est-ce que tu ne vois pas les choses. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le comportement de l'homo economicus, c'est un comportement d'un individu. D'accord? Très bien. L'optimum de Pareto, il ne parle pas du comportement d'un individu. Il parle de quoi?
un équilibre, une équité entre tous les âges. Il parle justement de l'équilibre de l'ensemble des individus en même temps. Quand on dit optimum de Pareto, ce n'est pas l'optimum de quelqu'un. Parce que quand tu achètes et tu vends sur un marché, le prix d'équilibre, la quantité que tu as achetée, c'est une quantité optimale pour toi. D'accord? Le vendeur qui te l'a vendu, c'est une quantité optimale pour lui. Mais si tout le monde se comporte sur le marché de cette façon optimale, est-ce qu'on obtient l'optimum social? C'est ça la question de l'optimum de Pareto. Il se pose cette question-là. Est-ce qu'on a un optimum au niveau collectif? Il ne se pose pas la question d'un individu ou d'une entreprise. Et qu'est-ce qu'on entend par optimum de Pareto? Parce qu'on a travaillé beaucoup l'optimum de Pareto après Pareto. Mais qu'est-ce que signifie l'optimum de Pareto? Atteindre l'équilibre entre tous les individus. Le consommateur il a un bon indice de satisfaction, les entreprises font des bons profits, et sans que certains soient désavantagés par rapport à eux. Très bien. Et que du coup, le reste de l'évolution soit fait par l'État et pas par... Ah, c'est ça qu'il faut préciser, Edem, s'il te plaît. C'est là le point important. C'est là le point important. Je ne sais pas si tu es... c'est sûr, le cours, on l'a fait hier. Tu ne peux pas être capable de disséquer cette question et l'approfondir plus que tu viens de le faire. Mais je te remercie déjà. Mais simplement, je vais préciser un peu cette question. C'est que si on laisse fonctionner librement le marché pour tous les agents, chacun trouve son optimum. Est-ce que c'est un optimum social? Pareto dit que c'est un optimum qu'on atteint qui n'est pas le meilleur pour la société. Il est juste qu'on ne peut pas l'améliorer au profit de tout le monde. Donc, si on l'atteint déjà, ce n'est pas la meilleure situation sociale, mais c'est déjà une situation qui ne lèse personne. Vous comprenez? Ça ne lèse personne, cette situation d'optimum de Pareto. Est-ce qu'on peut l'améliorer au profit de toute la société? Il se trouve que oui, mais pas unanimement. Si on veut l'améliorer, on ne peut l'améliorer qu'en détériorant la situation, la satisfaction de quelques autres. Ça peut apporter, par exemple, 100 de plus grande satisfaction pour 98% des gens, et 2 parmi les restants, 2 restants, ils vont perdre une baisse, ils vont connaître une baisse de leur satisfaction. Ce que je crois que tu as compris, c'est que Pareto dit ça, ce n'est pas le travail des économistes d'avancer de l'optimum de Pareto vers cette situation qui fait gagner beaucoup à 98% des gens et fait perdre très peu à 1 ou 2 personnes. Pareto dit, ce n'est pas à l'économie de faire cette réforme-là ou cette amélioration qui n'est pas parisienne. Vous vous rappelez, j'ai parlé d'amélioration parisienne. L'amélioration parisienne, c'est celle qui laisse tout le monde satisfait plus qu'avant ou à la limite indifférent. Ça s'appelle une amélioration parisienne. Personne ne se raconte. Eh bien, tant qu'on peut faire des améliorations partielles, on continue à améliorer jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on ne peut plus améliorer
sont lésés. Ben, lorsqu'on arrive à ce point-là, ce point s'appelle un équilibre particulier qui porte le nom de optimum de Pareto. Faire mieux, oui, mais il faut sacrifier quelques-uns. Ben, ça, c'est d'après Pareto, c'est aux politiques de le faire. Ce n'est pas à l'économiste. D'accord? Et c'est ce que font les politiques tout le temps. Si on va construire une route pour que les gens puissent faire plus d'activités, elle est utile pour beaucoup de gens, pour la plupart des gens. Mais il y aura une dizaine de fermiers chez qui la route va passer et il faut les indemniser, non? Ben, eux, ils n'aimeraient même pas être indemnisés. Ne me mets pas de route chez moi, point barre. Ben, cette situation de blocage s'appelle un optimum de Pareto. Et c'est aux hommes politiques de prendre la décision. Comment ils prennent la décision? Ben, il faut qu'ils trouvent le moyen d'indemniser, s'ils le veulent, hein, les gens qui seront lésés. Généralement, l'État a un droit d'un... Comment s'appelle ce droit de l'État? Droit de préemption, c'est ça? Vous allez l'étudier en droit. C'est un droit de préemption. L'État a une priorité sur l'acquisition de certains biens pour l'intérêt de tous, au collectif, intérêt collectif. Donc, c'est quoi l'optimum de Pareto? C'est cette situation où on ne peut pas améliorer le sort d'un ou de plusieurs individus sans détériorer la situation d'au moins un autre individu. Ça s'appelle une situation d'optimum de Pareto. Tant qu'on peut améliorer la situation de tout un chacun sans détériorer la situation de personne, on dit que c'est une amélioration paressienne et il faut la faire. L'économiste encourage pour la faire. Et si on bloque, c'est-à-dire que pour Pareto, il ne faut pas sacrifier une minorité au profit d'une majorité. D'accord? C'est une situation qui n'est pas heureuse, hein? C'est une situation de blocage. Si vous imaginez qu'on reste toujours dans l'optimum de Pareto, on ne peut rien faire. Il n'y aura pas de politique, il n'y aura pas de choix public, d'accord? On ne peut rien faire, mais c'est un concept qui est important en économie. Comme les concepts de toute l'économie. Ils sont importants, mais ils ne mènent à rien du tout. C'est malheureux, c'est comme ça. J'espère que je ne suis pas enregistré. Là. Si, je suis enregistré. OK. Vous voyez que c'est un peu l'optimum de Pareto, il est moins audacieux que la règle de Bentham. Vous vous rappelez, j'ai parlé de Bentham hier. Non? Comment vous me dites non avec la tête? Arrêtez vos histoires, les enfants, là. J'ai parlé de Bentham. Et ils me disent non, comme ça, en plus, je parle des présents, hein. Tu étais là et tu avais un masque noir en plus. Mais... Ah oui, oui, non, c'est vrai. Avec les masques, je comprends les gens. Les masques, les gens,
Non, mais vous n'avez pas noté Bentham. Et pourquoi elle me dit non? C'est une coup de poing. Vous l'avez noté, non? J'ai dit, c'est Bentham. B-E-N-T-H-A-M. Hein? Regarde pas comme ça, Dave. Bah, il y a un témoin. Qui d'autre a noté Bentham? Vous vous rappelez quand j'ai parlé, peut-être que ce n'est pas la semaine, c'est pas hier, peut-être que c'est la semaine d'avant. Hier. Donc, j'ai parlé de l'école utilitariste. Voilà. Bentham, c'est le fondateur. Bentham, c'est un philosophe extrêmement important en économie. Pas un économiste, hein, c'est un philosophe. Mais il a fondé un pan entier de l'économie. C'est lui qui a fondé ça. En fait, les économistes se sont emparés de ces idées. Des idées utilitaristes. Alors, peut-être que, ça y est, je me rappelle que j'en ai parlé, puisqu'on a parlé, je vous ai fait une rigolade autour du PCN, PGCB, et lui, c'est le PGN, PGB. Le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Et il note tout, lui. Rappelle-moi ton nom, toi. Théophane. Hein? Ah, Frémont, ben oui, c'est mon prof qui s'appelle Frémont. Non, avec vos masques, je ne me reconnais plus. Hein. Je vois que le franc, généralement, les francs sont ensemble chez les gens. Les francs, on ne reconnaît pas les gens, les francs sur le front. Cacher le nez, cacher la bouche, la barbe, on entend. Surtout quand on parle de lunettes, on ressemble tous. Vous voyez que le critère de Pareto, l'optimum de Pareto, c'est beaucoup moins audacieux que le critère du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Qu'est-ce qu'il dit, Bentham? Il dit si on peut augmenter le bonheur du plus grand nombre et que c'est au détriment d'un petit nombre, il faut le faire. C'est un critère plus audacieux. Vous comprenez? C'est un critère plus audacieux. Et je vous ai dit que bon, c'est un critère politique, n'est-ce pas? Si ça apporte plus pour la plupart des gens et que ça sacrifie une petite minorité, il y a toute une histoire en économie. Est-ce qu'il faut les compenser ou pas? C'est toute une histoire. Et vous pensez automatiquement qu'il faut les compenser. C'est ce que vous avez les économistes qui défendent non. Mais bon, ça c'est encore une longue histoire. Alors, en cours de fiscalité, l'économie peut-être plus. Mais en tous les cas, c'est ce critère de Bentham, il est pratiqué tous les jours par tous les, je vous ai expliqué, tous les gouvernements le pratiquent tous les jours. Quand je vous ai dit, on décide de construire un hôpital, c'est bien pour tout le monde, mais c'est pas bien pour d'autres. Une petite minorité, oui, mais ça là. Exactement de Pareto, c'est ce que je fais partout. Surtout, je vous ai dit, dans les organisations internationales. Là, je vais me rapprocher du micro parce que je vais parler de quelque chose d'important que je n'ai pas. Oh merde, il a disparu, lui. Donc, toujours dans la question de Dem, je reviens sur. Donc, on a bien compris l'optimum de Pareto. J'espère qu'en m'éloignant du micro, vous m'entendez toujours, les autres. Mais ça m'a donc conduit à parler de Jérémy Bentham. Il s'appelle Jérémy. C'est un type qui a marqué beaucoup l'histoire ou la méthodologie économique. Donc, Bentham,
Alors, l'utilitarisme est une école. Je vous ai parlé de voilà, maximiser les plaisirs et minimiser les peines. C'est des choses simples, mais qui sont très importantes. C'est ça qui donne le critère. Le critère de PGB, PGM, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, c'est un critère économique et qui est pratiqué tout le temps. C'est-à-dire, il est d'actualité. Et qui est à la base, qui a fondé, si vous voulez, une méthode en économie qui est pratiquée par tous les organismes internationaux et c'est peut-être que je vous ai parlé de ça. Peut-être, je crois que oui. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous l'avez noté? C'est quoi ça? L'analyse coût-bénéfice. N'est-ce pas? Ah, c'est ça pour déterminer le plus grand bonheur et qu'est-ce qui n'est pas bonheur. Et compenser, sous-peser l'un et l'autre. N'est-ce pas? Voir qu'est-ce qu'on sacrifie, qu'est-ce qu'on perd en faisant une réforme, en faisant un projet. Au niveau social, là, je ne parle pas de quelqu'un qui va faire son projet. Ça, c'est, je vous dis, Pareto et le table, ça, c'est au niveau collectif. Qu'est-ce qu'il en est du sort de la société? D'accord? La méthode ACB, l'analyse coût-bénéfice. L'analyse coût-bénéfice. Pour tout projet, on fait une analyse de ses avantages et de ses inconvénients. Si les avantages dépassent les inconvénients, on lance le projet. D'accord? Et pour bien comprendre ça, nous verrons en cours, je l'espère, si vous êtes préparés, si vous lisez entre-temps sur l'économie écologique, et si vous développez un peu plus ces notions que je suis en train d'évoquer seulement en méthodologie, vous serez plus armés pour comprendre que les méthodes des économistes pour affronter les problèmes du changement climatique qui sont basés sur ces méthodes, ces méthodologies. Si on comprend leurs défauts, on comprend qu'ils n'apportent pas de solution pour les changements climatiques. Pourquoi? J'ai déjà donné des explications sur cette question. Là, vous comprenez l'importance de la méthodologie en économie. Revenir à la méthodologie pour comprendre, voir ce que l'économie est capable de faire, ce qu'elle est capable de ne jamais, ce qu'elle n'est pas capable de faire. On reprendra cette méthode ACB parce que c'est l'unique, c'est la seule qui est utilisée. ONU, FMI, Banque mondiale, ministère des Finances de tous les pays, ils utilisent cette méthode. Analyse coût-bénéfice. OK. Passons à une autre question.
n'y a pas d'autres questions chez les autres camarades? Non? Oui, jeune homme. Enlève ton masque pour écouter un peu mieux, s'il te plaît. Parle plus fort. Hein? Ah, oui, oui, oui. Alors, j'ai traité un petit peu cette question dans le groupe précédent, mais je vais quand même reprendre quelques notions, quelques idées. En fait, j'ai essayé de développer l'idée suivante. Bien sûr, je ne l'ai pas développée. Hein. J'ai essayé de vous mener vers cette question qui est, j'espère que vous avez compris que ça veut dire un marché libre, que ça veut dire un free market. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les politiques de free market, les politiques de libre marché, qui définissent, délimitent le rôle de l'État et tout ça, et le rôle du marché. Mais je voulais que l'on aborde à travers cette notion une autre question, en fait. Quand on dit free market, marché libre, quand on est libre de quelque chose, n'est-ce pas? On n'est pas libre dans l'absolu. Quand on dit le marché est libre, il est libre de quoi ou de qui, d'après vous? Oui? Des quoi? Ah, non, mais ce que je veux dire, ce n'est pas libre de fixer ce qu'il veut. Ce n'est pas ça ma question. Quand je dis s'il n'est pas libre, il dépend de quelqu'un ou de quelque chose. De qui est-il libre, le marché? Oui? Des restrictions de l'État. Voilà l'idée qui vient tout de suite à l'esprit de tout le monde. Et c'est ça la question que je vous ai posée hier, un peu pour vous piéger. N'est-ce pas? Je savais que tout le monde, quand on dit le marché est libre, on pense libre de l'État. En réalité, les fondateurs de l'économie, du libéralisme classique, ce n'est pas l'État qui pensait. Ils donnent une importance très grande au rôle de l'État, contrairement aux néolibéraux d'aujourd'hui. Et dans l'histoire, le cours d'histoire de la pensée que je vais faire la semaine prochaine, c'est cette idée que je vais essayer de suivre. Comment il y a un glissement petit à petit d'une école à l'autre jusqu'à vider l'État de sa substance. En fait, les classiques ne pensaient pas à un marché libre de l'État. En fait, ils pensaient à un marché libre des monopoles et libre des lobbies, libre des rentiers, libre des rapports de force de certains, que ce soit vendeurs ou acheteurs. Ce n'est pas libre de l'État. Parce que ces auteurs classiques, ils donnaient une importance très grande aux institutions dans lesquelles fonctionne le marché. Le marché ne peut pas fonctionner sans un minimum d'institutions qui régissent son fonctionnement dans l'État. Par contre, il se méfie beaucoup d'un marché qui est laissé sans surveillance de l'apparition de forces ou d'agents
qui monopolise voilà, le fonctionnement du marché dans leur propre intérêt. Et le phénomène qu'ils ont étudié beaucoup, c'est le phénomène de la rente. La rente, c'est une position qui permet, par le marché ou à travers le marché, de profiter plus que n'aurait accordé le marché s'il était libre de cette rente ou de ce monopole. Ça veut dire que quand on dit économie de marché, marché libre, il faut faire attention. Le marché n'est pas Dieu. Il n'a pas de réponse à tout. Il ne faut pas tout réguler. Et surtout, qui peut être, comment on dit, il peut être détourné. Légalement, hein, peut être détourné. C'est une question très importante. Pourquoi elle est importante, cette question? Parce qu'elle est redevenue actuelle. Aujourd'hui, elle est actuelle. Elle est, non, c'est-à-dire quoi actuelle? Ça veut dire qu'elle est posée sur le grill actuellement. C'est une question à laquelle tous les gouvernements sont appelés à répondre. Vous entendez certainement parler de la puissance des GAFAM. C'est quoi le problème que pose la puissance des GAFAM? C'est que dans leur marché respectif ou leur secteur respectif, ils ont des positions de rentiers dominantes. Ça ne laisse pas fonctionner un marché tel qu'il a été prévu par les classiques libéraux classiques, les fondateurs de l'économie classique. Ils sont devenus de véritables rentiers. Ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent immérité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas apporté beaucoup de choses à la société. Mais à partir d'un certain moment, ils sont devenus tellement grands, tellement puissants, qu'ils gagnent des choses qui ne devraient pas leur revenir. Ça s'appelle une rente. Ça s'appelle une rente. Et ça, c'est pas du tout optimal au niveau social. Ce n'est pas optimal au niveau collectif. Ça veut dire que l'économie, il faut toujours qu'elle soit contrôlée. Il faut toujours qu'elle soit contrôlée. Elle ne peut pas fonctionner de manière spontanée et bénéfique pour tout le monde, tout le temps. Vous avez bien remarqué que je n'ai pas encore défini la macro. C'est bien pour ça. Vous êtes, qui pouvait penser qu'une entreprise comme Google, lorsqu'elle est apparue, qui pouvait penser qu'un jour, elle serait capable de définir qu'est-ce qui est bon pour l'Amérique ou pour le monde? Qu'est-ce qui pouvait deviner un jour qu'elle serait capable d'influencer les élections d'un pays aussi important que les États-Unis? Influencer les élections dans un pays. Est-ce que c'est ça qu'on attend d'une entreprise? Certainement pas. Et les entreprises qui ont commencé à avoir beaucoup de pouvoir aux États-Unis à un certain moment
dans l'histoire du développement du capitalisme. Qu'est-ce qu'on leur a fait? On les a démantelés. On les a démantelés. Il n'y a pas très longtemps. On les a démantelés. On les a cassés pour briser leur monopole. Ce n'est pas qu'on les a détruites. Hein. On a dit, monopole, ce n'est pas bon pour tout le monde. C'est bon pour les rentiers, les monopoleurs. Oui, mais ce n'est pas bon pour l'économie. Ce n'est pas bon pour la société. Ce n'est pas bon pour l'Amérique. Et les ont démantelés. Et vous savez très bien que si vous suivez les informations, pas les informations du journal télévisé, hein, suivez les débats politiques aux États-Unis. Vous allez voir que ce qui est posé comme question, c'est quand est-ce qu'on va démanteler ces entreprises? Quand est-ce qu'on va les split? C'est une question économique, attention, ce n'est pas politique. Hein. Question purement économique. Donc, quand on dit libre marché, ce n'est pas tout de suite penser libre de l'État, c'est libre des monopoles. Et vous savez, l'économie mondiale aujourd'hui, dans toutes les grandes entreprises, tous les grands pays développés, il y a un développement formidable des monopoles. Un développement extraordinaire des monopoles dans tous les grands pays développés. Alors que théoriquement, et pas seulement théoriquement, c'est néfaste pour l'économie. Bon, je n'ai pas démontré, parce que c'est un cours de microéconomie, ça. Pourquoi un monopole est mauvais pour l'économie? Vous ne l'avez pas fait au lycée, je suppose. Mais bon, en microéconomie, on doit pouvoir vous l'expliquer. Mais en gros, si vous voulez, je vais aller très rapidement parce que ce n'est pas le cours. Mais si un jour j'ai le moment de le faire, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire. Pourquoi on fait l'éloge en économie, on fait l'éloge de la concurrence pure et parfaite, même si elle est un idéal qui ne se rencontre que difficilement. Oui? Bah, parce que ça avantage tout le monde, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Les échanges régis par un marché libre en concurrence pure et parfaite, il aboutit à des situations qui sont les meilleures pour tout le monde et pour la société. Des situations optimales. Ça veut dire que ce sont des situations, on ne peut pas faire mieux. Et donc, c'est un optimum de Pareto. Ce sont des optima de Pareto. Alors, pourquoi les situations de monopole sont mauvaises? Ne sont pas bonnes pour l'économie. Concrètement, en microéconomie, vous allez apprendre que c'est une situation qui n'est pas optimale. Pourquoi? Parce que le monopole peut fixer un prix au-dessus du prix qui est juste, the fair price. Le monopole peut avoir des revenus qui sont immérités, qui ne viennent pas de son travail. Le monopole, dans cette situation, il n'est pas incité à investir, il n'est pas incité à progresser, il n'est pas incité à découvrir, il n'est pas incité à faire plus de R&D. Et la situation de monopole n'est pas bonne pour la société. Et donc, à part les situations où le monopole est
impossibles à éviter. Nous verrons lesquelles. Il y a des situations, on ne peut pas, sans par nature, ne peuvent être produites que par un monopole. Ce sont des biens particuliers. On les appelle des biens publics purs. Là, il faut un monopole, n'est-ce pas? Mais pour toutes les autres, il faut trouver une solution. Solution qu'on a trouvée, c'est le démantèlement pour retrouver la concurrence. Okay? On a vraiment besoin de la concurrence pour arriver à faire de... Enfin, ici, on a besoin du démantèlement pour arriver à faire de la concurrence. Pourquoi? Par exemple, si vous regardez... Est-ce qu'on a besoin du démantèlement pour faire la... À quoi tu penses comme autre solution? Si je pense, aux réseaux sociaux, donc par exemple Facebook, il y a eu Instagram, plein d'autres réseaux sociaux, on n'a pas forcément besoin de les démanteler. Il y en a qui sont institués, il y en a qui sont institués, on n'a pas d'autre choix que passer par elles. Par exemple, Doctolib, EDF, tout ça, mais il y en a, on peut avoir une concurrence. Bah, quand il y a une concurrence, on ne démantèle pas. Par exemple, les GAFAM, on est très loin, mais on peut être sur le même marché. Il se trouve que non. Je trouve que c'est un peu naïf ce que tu dis. Regardez Amazon. Ouais. Amazon, c'est un peu le monopole en ce qui est livraison, mais on en a d'autres. Wish, AliExpress. Bah, quand on dit, attention, quand on dit monopole, ça ne veut pas dire grand. Hein. Monopole, c'est monopole. Ça veut dire qu'il est capable de casser les autres. Monopole, ce n'est pas grand. Hein. Pour être qualifié de monopole en économie, ce n'est pas le volume d'activité. Hein. Bien sûr, il faut être grand, mais ce n'est pas ça qui fait un monopole. Une entreprise très grande peut ne pas aller à l'encontre de la concurrence. Quand est-ce qu'il y a monopole? C'est monopole. Ce n'est pas le fait que l'entreprise devient grande. Ça veut dire, alors la définition d'un monopole, il faut bien comprendre. Allez, soyons clairs. Pourquoi c'est un cours de micro que vous allez faire là. Vous allez le faire en micro, d'accord? Je n'ai pas le temps de tout développer, moi. C'est un cours de macroéconomie qu'on a. Et encore, je n'ai même pas commencé la macro. Vous avez remarqué que je n'ai pas fait de macro avec vous encore? On a fait l'histoire de la macro. On a fait méthodologie. On va faire l'histoire. Et après, je vais commencer la macro. Donc, ces questions-là que tu poses, Dem, c'est des questions de microéconomie. En microéconomie, comment on définit un monopole? Ce n'est pas que l'entreprise est grande. C'est quoi, d'après vous, un monopole? Oui, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux du tout. C'est pas faux du tout, mais il y a une meilleure clé. Oui? C'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus. Ce sont des conséquences, ça. Mais ce sont pas faux, c'est pas faux du tout ce que vous dites. Mais il y a une chose qui est plus importante. C'est que le monopole, c'est celui qui est capable d'empêcher à l'entrée. Empêcher les autres de rentrer dans le secteur. C'est ça qui est important. C'est celui qui est capable de hisser des barrières à l'entrée. Des barrières à l'entrée. Qu'est-ce que tu disais? Ah, tu cherchais le mot. Bah voilà. Non, mais c'est bien. En fait, je vous dis, c'est un cours de microéconomie, mais on est obligé de parler un peu de tout pour préciser les choses. Mais avec le cours de micro, vous allez étudier un mot. Tu as l'idée dans la tête et tu n'arrives pas à la dire, c'est ça? Mais ça viendra, ça viendra. Bon, c'est pas loin de ce qu'a dit ton camarade. Hein. C'est pas loin de ce qu'il a dit. Parce que quand tu es très fort, quelqu'un qui va rentrer nouveau dans le secteur, il est obligé d'avoir un prix élevé. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es déjà dans le secteur? Tu baisses le prix, comme ça tu te casses. D'accord? C'est pas loin de ce que vous avez dit. Mais le mot en microéconomie, on dit
Barriers to entry. Barriers to entry. Barrières. Celui qui est capable de lisser les barrières, c'est un bon. Et donc, il empêche les gens qui apportent de nouveaux produits, de nouveaux concepts, de nouvelles idées, il les casse. Il les casse. Il les casse, puis on ne se rend pas compte. Donc, il empêche le progrès. Oh merde. Il y a un truc qui est là, et c'est bon, on l'a pris. C'est pas grave, allez. Vous avez compris un peu Voilà. D'autres questions? Vous êtes amorphe là aujourd'hui, hein, à part Dem qui est en train de nous secouer là. Oui, Dem, vas-y. Dans un système qui serait néolibéraliste. On ne dit pas néolibéraliste, néolibéral. Néolibéraliste. Est-ce qu'un optimum de Pareto pourrait exister? Et si on arrive à l'atteindre, s'il existe, qui sera en charge de tout, non, ce serait après l'État qui devrait avantager certains d'autres. Qui le ferait? L'État n'aurait pas de pouvoir dans le marché. Non, mais ça, là, quand l'État décide d'utiliser un critère de Bentham, ce n'est pas une décision économique. Elle n'a pas altéré les résultats du marché. Elle a pris une décision politique. Tu vois? Elle a fait un choix politique. Est-ce que dans un système néolibéral, il y aurait un optimum de Pareto? Oui, non, mais l'optimum de Pareto, c'est une notion qui n'a rien à voir avec qui existe même sans les libéraux. Hein. L'optimum de Pareto, c'est une situation qui ne fait pas l'unanimité, qui ne fait pas l'unanimité. C'est-à-dire, dès qu'on arrive à un point où on veut avancer, améliorer les choses, une meilleure allocation, sans, pour la plupart, ou pour au moins un, mais qu'en même temps, elle est au détriment de moins un, on l'appelle une situation d'optimum de Pareto. C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter là, il ne faut pas la faire. Il ne faut pas avancer au-delà. Il ne faut pas faire d'amélioration à partir de ce moment-là. À partir de la situation d'optimum de Pareto, voilà. Bon, j'aurais pas dû en parler. Je crois que ça vous a brouillé. J'aurais pas dû en parler. Oui, Génom? Précise ta question. Je n'ai pas capté ta question. J'ai entendu ce que tu as dit, mais je n'ai pas capté ta question. Pardon? Tu sais que je n'ai pas parlé d'équilibre. Hein. C'est toi qui viens de parler d'équilibre. Bah, écoute, je n'ai pas compris ta question. C'est-à-dire un système de marché libre et tout, c'est ça? Oui, alors? Mais c'est quoi la question? Je n'ai pas compris la question. Non, mais répète-la, parce que je vais, moi, faire un effort pour te comprendre. Je vais essayer de faire un effort. Hein? L'économie de marché est libre, voilà, le marché fonctionne sans monopole, l'État laisse marcher le marché. Oui, alors. Avoir un optimum de Pareto. Alors, je vais
Je vais expliquer. Regardez bien. Je vais parler d'autre chose et tu vas voir si... Bon, excusez-moi, je n'ai pas compris cette question. Il faut reconnaître, quand on ne comprend pas, on ne comprend pas. Mais je vais parler d'autre chose et après, tu vas me dire combien il nous reste de temps. 3 minutes. Ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Je vais parler d'autre chose, pas très loin de vos questions et de la question de libre marché. Et vous allez me dire, après, tu vas me dire si j'ai un peu effleuré ta question, que je n'ai pas compris. Regardez bien, il y a un problème en économie. Il y a un problème en économie, c'est lorsqu'on laisse une société fonctionner. Je vais m'approcher du micro parce que c'est une question importante pour que vos camarades l'écoutent. Rappelle-moi ton nom. Tiens, je me rappelle Ousmane. Et quand vous mettez les masques, je ne vous reconnais plus. Une question de Ousmane qui doit être certainement intéressante que je n'ai pas comprise. Je parle à tes camarades. Une question de Ousmane que je n'ai pas comprise, mais certainement qu'elle est une question importante. Et je vais essayer de traiter d'une certaine façon et j'espère qu'elle répond à un peu l'interrogation, l'inquiétude d'Ousmane. Tu connais Ousmane Sow? OK. Je vais partir d'une situation où on imagine une économie dans laquelle il y a des marchés qui fonctionnent librement. Il n'y a pas de contraintes, ni de l'État, et surtout pas de monopole. Il n'y a pas de rentier, il n'y a pas de monopoleur, ça fonctionne correctement. On est dans la logique néoclassique. Hein? OK, ça n'existe pas, ça. Mais bon, voilà comment les économistes raisonnent. Ils raisonnent pour arriver à l'optimum de Pareto d'une autre façon. Lorsqu'on laisse fonctionner librement le marché, vous avez le marché, il a cette qualité, c'est que les aboutissements, les Anglais disent the outcomes, les résultats, si vous voulez, ce n'est pas le bon mot. Les aboutissements du marché, c'est que tout le monde est heureux, tout le monde est content. Si on laisse fonctionner librement le marché, personne qui oblige quelqu'un à produire moins ou plus, à vendre à un prix plus ou moins élevé, personne ne regarde ça, c'est libre. OK. On aboutit à une situation où c'est optimal pour tout le monde. Et c'est optimal pour la société dans son ensemble, n'est-ce pas? OK. Cet optimum-là, collectif, c'est un optimum de Pareto. Ça veut dire que si c'est une situation qui ne plaît pas à l'État, par exemple, ou à une autre entité, parce que tout le monde est content là, producteurs, consommateurs, tous ont atteint leur optimum, que je n'ai pas vraiment beaucoup expliqué ce que c'est l'optimum. Mais en tous les cas, personne ne peut avoir mieux avec ses moyens. C'est la position optimale que tout un chacun, producteur, consommateur, épargnant, investisseur, peut atteindre avec ses ressources. Donc, on dit que c'est une situation d'optimum. Pourquoi on l'appelle optimum de Pareto, cette situation? Parce que si on veut améliorer un peu plus, ça va se faire au détriment de quelques-uns. Et donc, il ne faut pas la faire. Tu as compris? Donc, si on laisse fonctionner librement le marché, la théorie néoclassique nous dit que là, on atteint une situation optimale de Pareto. Et
Et il ne faut pas essayer de l'améliorer. Parce que cette situation-là, si on l'améliore, ce sera au détriment. Il peut y avoir une situation meilleure, c'est sûr. Mais elle ne fera pas. Elle ne fera pas quoi? Très bien. Elle ne fera pas l'unanimité. Quelqu'un me dit, non, non, vous êtes en train de me léser là. Moi, je dis mieux. Dire c'est bien pour la société. Non, mais je m'en fous, moi, de la société. Tu me prends ma ferme, ou tu me coupes ma maison en deux, ou tu veux passer une autoroute dans mon coin, tu passes l'autoroute devant mon hôtel, personne ne dort dans l'hôtel et moi, j'aurais perdu. Donc, si le marché, vous le laissez fonctionner correctement, librement, la situation obtenue, d'après la logique néoclassique, c'est une situation d'optimum de Pareto. Ça veut dire que si on veut aller plus loin, ce sera certainement au détriment de quelques-uns. Et dans ce cas-là, si vous voulez avancer, il ne faut pas dire que c'est l'économie, c'est choix politique. Par exemple, un choix benthamien. Vous parlez de Bentham? Voilà. Bentham, il dit, si c'est un plus grand bonheur pour le plus grand nombre, quelques-uns sont lésés, vas-y, il faut la faire. Tant pis pour Pareto, d'accord? Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Et je continue à dire, je n'ai pas compris ta question. Mais si la réponse est là, c'est pas grave. Tu peux la reformuler maintenant? Mais ce n'est pas grave. Si on a répondu, c'est bon. Alors, par contre, je vais rajouter autre chose sur ta question. Vous avez compris ce que je viens de dire là? Hein? Très bien. Une chose importante dans l'optimum de Pareto, c'est ce n'est pas la meilleure situation. La preuve, Bentham nous dit, si ça fait le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, au-delà de l'optimum de Pareto, allez-y. L'État doit le faire, non? Très bien. Mais il y a une autre chose encore qui est préjudiciable dans l'optimum de Pareto. C'est que, vous le notez ça par contre, c'est une idée qui va vous échapper. J'espère que ceux qui ne sont pas dans ce TD, ils le notent aussi. Notez-le. Je parle à eux. Notez-le. C'est une idée importante. C'est que l'optimum de Pareto, il n'est ni le meilleur, ni la meilleure situation, ni une situation unique. Il ne faut pas penser qu'il y a un point dans l'espace qui s'appelle l'optimum de Pareto, il faut l'atteindre. Ce n'est pas ça du tout. Il n'est pas unique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs optima de Pareto. Vous tombez sur celui-là ou un autre. En fonction de quoi? En fonction d'une chose qu'on ne rappelle pas souvent et qui est la suivante. D'après vous, c'est comme ça qu'on la présente chez les économistes. Chez les économistes, ils la présentent sous cette forme-là. Vous me dites dans un an ou deux si vous la faites quelque part dans un cours. On parle de deux situations, de deux individus. Ils vont faire des échanges, ils vont se croiser quelque part là. Cette situation, par un échange libre, va s'appeler un optimum de Pareto. Mais on montre très facilement qu'ils auraient pu se croiser plutôt là. Une autre situation différente. Un autre optimum de Pareto. Pourquoi? Oui. Ça va dépendre déjà
variables. Par exemple, Dépend de quoi? des différentes variables. C'est-à-dire que si les consommateurs sont mieux payés, sont donc plus Non, payés. comment ça, les consommateurs payés? Les consommateurs. Les consommateurs ne sont pas payés, ils dépensent Ils l'argent. ont plus de pouvoir d'achat, donc ils peuvent plus consommer. Donc les producteurs peuvent plus produire, donc gagner plus. Donc ils peuvent améliorer leur profit. Donc l'optimum de Pareto va changer en fonction des. Tu le dis pas comme ce que les économistes disent. C'est à peu près l'idée intuitive dans ta tête, elle est juste. Peut-être elle est juste. Je vais parler plus fort pour vos camarades. L'idée, c'est que l'optimum de Pareto n'est pas unique dans cet espace. Il y en a plusieurs en fonction de quel point on est parti. Fonction de quel point on est parti. Ça veut dire le point de départ de ces deux agents et fixe le point d'arrivée. Pour chaque point de départ, il y a un optimum de Pareto différent. Et c'est quoi ce point de départ? En économie, on les appelle des allocations initiales. C'est un peu ce à quoi a pensé Demme, mais il ne le dit pas dans le langage des économistes. En fait, les économistes ne peuvent pas raisonner sur une économie dans laquelle les gens partent de zéro. Et comment ils travaillent, ils fabriquent, ils s'enrichissent, ils détruisent, ils construisent. Ce n'est pas comme ça qu'ils raisonnent. Ils raisonnent toujours à partir d'individus qui ont chacun on appelle ça initial allowance, une dotation initiale de départ, qui considère qu'en exogène, l'économie ne sait pas l'expliquer. En fonction de ces dotations initiales, on aboutit avec le marché libre à une situation optimale de l'offre. C'est extrêmement important cette idée. Pourquoi? Cette idée est extrêmement importante. En fonction des dotations initiales, on a un optimum de Pareto différent à l'arrivée. D'accord? Et donc, si on part des dotations initiales très, très inégalitaires, on aboutit à un équilibre final de Pareto qui est extrêmement esclavagiste. D'accord? L'économie ne sait pas faire mieux que ça. Ce qui fait que l'optimum de Pareto, finalement, il ne dit rien du tout. Il ne dit rien. C'est pour cela que vous avez les hommes politiques qui se sont emparés de cette idée qui les fait échapper à cette critique-là de l'optimum de Pareto, c'est la politique de, au lieu de chercher l'égalité à l'arrivée, ils disent qu'il vaut mieux que la politique cherche à améliorer. Et voilà, j'attendais que vous le sortiez tout seul. L'égalité des chances de départ. Vous comprenez? Ça vient de cette théorie-là. Ils ne l'ont pas inventé. Ça vient de cette théorie-là. L'égalité des chances. Vous vous rappelez, j'ai parlé de John Rawls. Il n'y a que toi qui dis oui. Tu notes tout, toi. Vraiment, tu es vraiment comme mon prof. Il note tout, ce gars. C'est super. C'est John Rawls a développé cette idée et les politiciens se sont emparés de cette idée. Parce qu'ils savent que si on parle, on obtient des optimums de Pareto. Vous avez compris? Bien, je vous remercie. Qui est-ce qui a posé la question là? C'est Ousmane. Même si ta question n'était pas claire, elle était quand même bonne.